Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis auditeurs, bonjour. Très content de vous recevoir ce mercredi à nouveau sur le Café Presse Politique, la petite radio du Grand Maghreb qui vous suggère de vous détendre avec le sponsor, le produit du sponsor. Je viens de me rendre compte qu'il propose de se détendre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé son nuit. C'est notre sponsor depuis très longtemps. Est-ce que ça permet de se détendre, produit de Mérinal? C'est l'occasion pour moi de saluer nos sponsors qui continuent de nous accompagner par moi et par vous. Et d'engager avec vous ce numéro du Café Presse Politique, le 9e sans présentateur, Khaled Drarni, qui passe cette nuit, sa 53e nuit en prison à Orléans. Mais nous sommes persuadés, convaincus que la mobilisation des citoyens, des journalistes, de tous les gens de bonne volonté va nous permettre de faire sortir Khaled Drarni de prison, comme nous avons réussi à faire sortir d'autres militants. Le dernier en date, Wahab Farsawi, Ibrahim Daoudjij, ce week-end. Enfin, ces 3 derniers jours, on va pouvoir en dire un mot en début d'émission. Merci d'être avec nous. Le Café Presse Politique, c'était pas évident ce numéro. C'était pas évident. On a eu du mal à réunir un plateau parce qu'à l'approche de l'Aïd, les gens qui ont bougé, des engagements qui ont empêché quelques-uns de nos partenaires habituels du Café Presse Politique de se déplacer ou de nous parler au téléphone. Nous avons quand même le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Jafar Al-Khdari. Bonjour Jafar. Bonjour. Militant du collectif Dzer 2.0 et du collectif pour le changement démocratique en Algérie. Toujours avec moi dans le plateau, Zohair Aberkan. Zohair Aberkan, journaliste et grand témoin du Hirak, un peu à la façon de Khaled Drarni. Bonjour, bonjour. Zohair. Et avec nous, à l'image et au son, le grand plaisir de revoir dans le Café Presse Politique, c'était le cas déjà, mais au téléphone seulement il y a quelques semaines, notre confrère Akram Khrif, éditeur de MENA Défense. Akram, bonjour. Bonjour. Alors, nous aurions dû avoir avec nous Adlan Meddi, c'est une des raisons pour lesquelles je disais que c'était difficile. Adlan Meddi, journaliste, correspondant de presse internationale, freelance, qui n'a pas pu se joindre avec nous pour des raisons que nous ne connaissons pas. J'espère que ce n'est pas parce que le contenu de cette émission a fini par l'incommoder. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas reçu Adlan Meddi au CPP. C'en était un des, on va dire, des piliers dans les années du 5e et du 4e mandat, quand le 4e mandat avait bon dos. Bonjour, bien content de vous recevoir. Alors, on va démarrer comme d'habitude avec l'image de la semaine. Je vais commencer par Akram, l'image de la semaine. Akram. L'image de la semaine, elle résume un peu la situation dans laquelle on est. À la radio, on entend dire que Naftal rassure les citoyens sur le fait que les stations-service seront ouvertes pendant l'Aïd et au même moment, on a cette décision d'interdire la circulation. Donc je me demande bien à quoi ça va servir. Ça aurait pu être j'ai hésité à un moment donné dans le menu du CPP, on aurait pu aussi parler de ces mesures de la gestion du Covid, et notamment autour de l'Aïd. Zohair? Moi, en fait, c'est des images qui se bousculent, qui s'entrechoquent. C'est bon, au-delà de l'image, la belle image de la libération de Farsawi et de Dawadji, c'est surtout les images des militants qui se font embarquer et qui écopent donc de 18 mois, de 12 mois de prison, etc. Et ça c'est choquant. J'estime qu'en ce moment, c'est choquant, dans la mesure où, alors que tout appel à l'apaisement, en fait, il y a un acharnement contre les militants du Hirak. Oui. Oui, Jafar, oui. L'image de la semaine, pour moi, c'est incontestablement la libération tant attendue d'Abdelwahab Farsawi. Qui est membre du collectif. Qui est membre de notre collectif, en effet. Auquel tu appartiens. Absolument.
et qui est un militant et un homme d'exception. Je partage la joie de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de sa mère, d'enfin le retrouver. Et en même temps, comme vient de le dire notre ami, je déplore que dans le même temps, il continue à avoir des arrestations, malgré le confinement, malgré le fait qu'il n'y a aucun mouvement actuellement. Et en plus, il y a quand même le mois de Ramadan, qui est en général un mois de rahma, etc., un mois de pardon. Il y a l'Aïd qui arrive, et on continue à arrêter des gens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont publié, il y a quelques semaines ou quelques mois, quelques pages sur Facebook. Ce qui est contradictoire par rapport à toutes les mesures, par ailleurs, annoncées, mais faux. Voilà. Donc ça donne une image brouillée. On a du mal, et ça, on a ça depuis quelques mois déjà, on a du mal à déterminer le sens de tout cela. Dans l'image brouillée, je voulais juste, parce que on arrive à la c'est juste rendre un hommage, mais vraiment particulier. Tous ceux qui sont libérés le font, aux avocats qui se déplacent bénévolement et qui défendent les militants du Hirak à travers le pays. Hier à 14h, j'ai eu Maître Abdelghani Badi qui était avec Maître Mustafa Bouchachi et Maître Nourdine Ahmin à l'Abyad Sid Cheikh. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est dans la wilaya d'Al-Bayad, c'est aux confins au début du désert, près de l'ergue occidentale, pour défendre le militant Boudieff, militant des droits de l'homme et militant hirakiste. Et la comparution devait se faire par vidéoconférence et la vidéoconférence ne fonctionnait pas. Et donc, à 14h hier, ils ne savaient pas si le procès allait avoir lieu ou pas. Et la prison était juste à côté du tribunal. En fait, on aurait pu le déplacer et respecter les distances barrières sanitaires. Donc, ces trois avocats qui sont par moi et par vous, pendant le Ramadan, pendant le confinement, pour défendre les militants de l'homme, n'étaient pas sûrs d'avoir fait le déplacement pour quelque chose. L'information n'est pas complète. On la donnera tout à l'heure pour savoir ce qui s'est passé. Mais vraiment, grand hommage aux avocats qui ont fait tout cela pendant tout le mois de Ramadan et bien avant cela. Alors, nous allons parler aujourd'hui on va se poser la question de quoi le régime de Tebboune est-il le nom, de quoi va-t-il être le nom, à quoi va-t-il ressembler, le régime de Tebboune qui est en train de se mettre en place. Il y en a qui disent qu'il remplace complètement le régime de Bouteflika avec un appareil sécuritaire qui est refondé, avec un appareil de la haute administration qui est changé, avec peut-être demain une majorité parlementaire qui va changer, on va en parler. Est-ce que Tebboune est en train de vraiment renouveler, divorcer, et qu'est-ce qu'il veut faire avec son régime à lui? Enfin, divorce avec les années Bouteflika, et qu'est-ce qu'il veut faire avec son régime à lui? Alors, on va commencer par le plus important, parce que c'est ce qui décide de tout en Algérie, c'est le sécuritaire. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de changements, en commençant déjà par le changement de facto qu'il y a eu à la tête de l'état-major avec l'arrivée de Saïd Chengriha, toujours pas confirmé. Ensuite, à la tête des services de sécurité. Est-ce que, on va s'adresser au premier spécialiste expert de la question, Akram Kharif, est-ce qu'on peut dire qu'on a déjà la configuration on va dire, du team, de l'équipage qui va conduire les années Tebboune au niveau sécuritaire avec les nominations à la présidence et les nominations à la tête des services de sécurité qui ont eu lieu les derniers mois, les dernières semaines? Non, je pense que c'est un processus qui est encore en voie d'accomplissement. Je ne pense pas que ce soit une réforme, c'est plus un retour à la configuration ancienne des relations MDN, services de sécurité, etc. Il y a même un redimensionnement du ministère de la Défense et une répartition des tâches qui étaient avant concentrées sur une seule personne, Ahmed Gaïd Saleh. Donc il y a cette redistribution des cartes qui est en train de s'opérer doucement. On voit aussi qu'il y a pas mal de torts qui ont été il y a eu juste à la veille du Ramadan, on a eu un certain nombre d'officiers qui étaient emprisonnés, qui ont été libérés, qui ont même été blanchis par la justice militaire. C'est en cours de reconfiguration, mais je pense que... Quand tu dis, Akram, que tu vas revenir, on va revenir à avant, c'est-à-dire on va revenir au triptyque état-major, DRS, présidence. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, avec un peu loin, plus que... Oui, on est encore loin, bien sûr, parce que il y a eu une telle concentration de pouvoir entre les mains d'Ahmed Gaïd Saleh que le MDN s'est transformé en une sorte de citadelle, hein. Je pense même que c'est pour ça que
président Tebboune, à chaque fois qu'il y a un communiqué de presse de la présidence, il est cité comme ministre de la Défense et commandant en chef des armées. Donc, il y a cette volonté de désacraliser, oui, vraiment désacraliser le ministère de la Défense en installant des gens, en éloignant les gens du FDN et du Tagarin, et en diminuant de la puissance politique du FDN. On le voit avec Chinguereha qui aujourd'hui n'affiche pas de velléité quand même politique, enfin beaucoup moins que Ahmed Salah. On a vu quand même quelques discours et quelques sorties très étranges par rapport à l'environnement politique. Donc voilà, je pense que... Alors ça, c'est pour une partie du casting, mais qui conduit ce changement? Parce que vu de l'extérieur, nous, on a pensé, journalistes, observateurs, que c'était Abdelaziz Mjahed qui était un peu le conseiller pour les questions militaires du président Tebboune. Il se trouve que dans l'opérationnel, c'est pas nécessairement lui qui conduit les opérations de relooking du casting. Non, il y a une sorte d'intérim du ministère de la Défense qui est pris par Abdelaziz Mjahed, qui est en train d'aider à reconfigurer le MDN, donc ses directions. Il faut pas oublier que le chef d'état-major ne contrôle pas en théorie les directions et les directeurs généraux au sein du MDN. Donc lui est en train de chapeauter tout ça malgré la présence d'un secrétaire général au MDN. C'est ce qu'on dit, hein. Ce n'est pas une affirmation de ma part, mais sur le volet plutôt renseignement, je pense, c'est Général Hajar Douane qui est en train de chapeauter et d'organiser des choses. Donc là aussi, il semblerait une répartition des tâches. Alors, Général Hajar Douane, pour nos amis auditeurs, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Tawfiq. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le renseignement au DRS et qui, obligatoirement, vu que Tawfiq y était pendant 25 ans le chef, a travaillé avec Tawfiq, effectivement. D'où cette idée, les remplacements qu'il y a, c'est le retour à des anciens du renseignement, des gens de la boîte qui savent de quoi il s'agit et qui vont remettre les choses un peu à la manière dont tu le dis, à l'ancienne, quoi. Revenir à l'ancienne configuration. Sincèrement, Anna, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir à la vraie configuration qui était celle quand Tawfiq était à la présidence. Donc, on revient à la configuration de 88-89 avec une autre distribution, avec de la coordination de la part de la présidence et une implication en théorie ou bien une volonté affichée de s'impliquer dans les affaires militaires et sécuritaires de la part de la présidence. Alors on va dire ici au plateau, donc le général, pas le général, le président Abdelmadjid Tebboune est en train de placer ses pions en s'appuyant sur des militaires ou des militaires à la retraite. On a dit Abdelaziz Mjahed, mais on n'a pas précisé que c'était un général à la retraite. Même Hajar Douane. C'est très bien de le rappeler. Mais pour conduire quelle politique? Parce qu'on avait à un moment donné le sentiment que ces changements-là allaient entraîner peut-être aussi un changement d'orientation politique. L'orientation Ouesseni-Bouaza, on était plus ou moins d'accord pour dire que c'était la continuation du testament politique de l'homme fort de l'année 2019, le chef de l'ancien, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Mais finalement, le départ d'Ouesseni-Bouaza n'a pas démenti la politique sécuritaire et de négation du Hirak. Donc la question, c'est changement de personnel politique dans le sécuritaire, mais pour quelle feuille de route? Ce qui se passe et ce que tu viens de dire est la parfaite illustration de ce que nous disons depuis le début. Ce n'est pas un problème d'homme. Et beaucoup de gens encore continuent à faire une erreur d'analyse en pensant qu'il suffit de changer les personnes, de mettre des gens nationalistes, vertueux, etc. et que ça va changer. Non, il y a une continuation parce que c'est un problème structurel. Le problème structurel, c'est, on le sait, c'est la manière dont sont organisés les pouvoirs en Algérie, où il y a une oligarchie qui commande, qui désigne, qui oriente
Et puis derrière, il y a des institutions qui ont un pouvoir très limité, qui réfèrent toujours à cette oligarchie. Et quand tu parles de Tebboune, ben moi je n'ai pas la même appréciation que toi. Je pense qu'il n'a pas en réalité beaucoup d'autonomie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas... il participe de ça, je veux dire, c'est pas un élément neutre. Mais on l'a bien vu dans la crise que nous venons de vivre, qui est vraiment un moment extrêmement important parce qu'il a mis à nu la réalité de notre système. C'est ça le système algérien, c'est ce qu'on a vu cette année. Et sans fioriture, sans tralala, etc. Maintenant, justement, on est en train, comme vient de le dire Kram, on est en train d'essayer de reconstituer, c'est-à-dire qu'il va falloir reconstituer une façade civile, et derrière, il va y avoir ce qu'on appelle la fameuse théorie du trépied, qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a voilà, l'essentiel d'une institution, et puis une présidence encadrée, et quelques espaces, disons, de liberté qui sont accordés à certaines institutions, mais largement encadrés. La question c'est, est-ce que c'est jouable aujourd'hui ? Selon moi, non. C'est-à-dire que tout ceci, d'abord, premièrement, ce système-là a largement montré qu'il était instable, structurellement instable. Hein, et c'est lui qui a mené, entre autres, à la catastrophe de la présidence de Bouteflika et du 5e mandat, etc. Il y en a qui peuvent te contredire sur ce point. Bouteflika est resté 20 ans à la tête du pouvoir. Oui. C'est pas une preuve d'instabilité. Non, mais je veux dire, si, parce que la manière dont il s'est reproduit lui-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi c'est instable ? Parce que d'une part, on a un pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir. Il n'y a rien qui l'équilibre. Donc tous les abus sont possibles. Et on a bien vu, y compris dans les 20 ans, notamment la corruption, les proportions absolument gigantesques qu'elle a pris, c'est dû justement à l'absence de contre-pouvoir réel. Bon. Et par ailleurs, on est dans l'opacité totale dans le réel processus de prise de décision. Parce que là, il y a des commentaires qui sont faits. Mais comme vient de le dire Akram, selon des informations, moi personnellement, je m'abstiens de faire des commentaires. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas informé. Et donc, je ne veux pas rentrer dans un jeu de spéculation. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est là que ça se passe, et que c'est une boîte noire, et que c'est problématique. Et qu'en plus, ce qu'on constate, effectivement, c'est que ça donne lieu à tout un tas de jeux, etc., qui déstabilisent même cette institution. Complètement. Alors, pour quelle feuille de route ces changements, Zohair Aberkan ? La plus simple, c'est la continuité du système. C'est qu'à mon avis, tout ce qui est mis en branle actuellement, tout ce qui est mis en ces réajustements, ces reconfigurations procèdent d'une seule logique, maintenir donc ce système qui jusqu'à présent a donné, on le croyait, enfin du moins le Hirak à un moment pouvait croire qu'il pouvait en venir à bout. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est un système qui perdure et qui, de mon point de vue, reste, a besoin justement de... Mais on peut perdurer différemment, Sohail. On peut perdurer en faisant des réformes. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que là, les réformes sont, à mon avis, elles sont antinomiques avec même la nature même de ce système. C'est-à-dire que les réformes, ils essayent d'en faire avec ce qu'ils proposent, par exemple la mouture de la Constitution, qui essaye d'introduire, mais c'est de mon point de vue, c'est de la poudre aux yeux. Donc ce n'est pas véritablement le fond. Moi, je crois qu'on est en plein, pour anticiper peut-être, on est en plein dans la continuité du bouteflikaisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti pratiquement dans les fondements, on y est toujours. Akram Khrif, est-ce qu'il y a une crise, on va parler de la crise au niveau politique et de la crise de représentation et de la corruption politique, mais au niveau du sécuritaire et de la haute administration, est-ce qu'il y a des difficultés à renouveler en trouvant de nouveaux visages, notamment dans le sécuritaire? On voit très vite que, par exemple, pour la DCSE, enfin les services extérieurs, on a été obligé d'aller ramener un général qui était de la boîte. Donc, les gens vont dire que c'est l'influence de Tofir qui va revenir. C'est vrai. C'est pas vrai pour la sécurité intérieure, puisqu'on a ramené plutôt quelqu'un qui est profil think tank. Mais au bout d'un moment, libérer Général Hassan, il arrive à la fin de son mandat. On parle de la libération de Mhanna. On parle de. Est-ce que quand on veut, ce sont des généraux qui vont rester à la retraite, ils vont pas reprendre des affaires, tout comme le général Tofir, qui pour le moment de toute façon est condamné à 15 ans de prison. Mais est-ce qu'il n'y a pas la question, une crise de ressources humaines dans le sécuritaire pour faire un régime différent du régime Bouteflika? Premièrement, je suis un petit peu interpellé par ce que tu as dit.
en mentionnant un profil think tank. J'ai pas compris ce que tu veux dire par là. Si tu pouvais expliquer. Le profil de Rajdi, du Ah, général Rachid. Rajdi, est un profil de quelqu'un qui a surtout fait des études. Il est plus connu pour avoir coiffé un think tank, était un directeur des études à l'école, l'Académie de Cherchel. C'est le CV qu'on a de lui. Hein. C'est plus ce CV-là que le CV de quelqu'un qui a fait du renseignement pur jus ou qui a fait de l'opérationnel pur jus. Même s'il a été dans la 8e BB, du temps de Saïd Chengriha, ce qui explique qu'il a pu être parrainé à la fois par Chengriha et par Mjahed, qu'il a aussi connu à l'Académie de Cherchel. Désolé de m'avoir fait D'accord. dire ça. Non, non, parce que bon, il faut te faire haja, c'est qu'on est plus tank que think. Donc il y a la règle. Non, la règle, je dis pas ça pour me moquer. La Oui, mais règle bon, mais elle est bien amenée celle-là. La règle dans l'institution militaire et sécuritaire, c'est que lorsqu'on est nommé à un poste dans une école, c'est qu'on est en réserve. C'est qu'on est placé en réserve. C'est que on ne fait pas, on ne correspond pas à un profil politique donné ou le profil du jeu au moment attaque, mais que on n'est pas renvoyable parce que toujours utile, parce que compétent, etc. Donc il n'a pas. Je pense que l'idée qu'on se fait d'un profil think tank, c'est quelqu'un quand même qui a été sur le terrain, qui est opérationnel, etc. Mais il n'y a pas de profil think tank. Je pense que la seule On va personne oublier ça. qui On va oublier ça. Akram, et parler plutôt c'est de. Mohamed Shafiq Msabah. Donc, donc, concernant le personnel militaire, non, ils ont suffisamment de personnel pour occuper des postes. Et puis, c'est une structuration qui est très, très hiérarchisée et qui fait que chacun sait ce que celui d'en bas et d'en haut, son N-1 et N+1 fait, et donc peut assumer les mêmes fonctions. On a vu, il y a eu la nomination de Ramley, qui est un colonel qui était un colonel de l'infrastructure de l'armée de l'air, qui a été nommé au poste de directeur des services extérieurs. Il n'a pas commis de catastrophe. Donc, la machine, l'institution en elle-même, que ce soit renseignement ou armée, elle est faite de façon à pouvoir absorber les gens et il y a suffisamment de personnel à l'intérieur pour que les choses marchent normalement. Très bien. Alors, ce que partagent ces générations et ces profils-là, c'est toujours l'idée, de ce qu'on a compris, que l'ANP est la garante de la stabilité de l'édifice politique en Algérie, qu'elle doit donc continuer à dominer la vie politique et continuer à être le dépositaire du vrai pouvoir, comme finalement, peut-être que le projet de constitution est en train de nous le confirmer. Finalement, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est une règle non écrite, mais en réalité, c'est la vraie constitution d'Algérie. Et ça n'a rien à voir avec le bouteflika, c'est bien avant. On connaît le moment inaugural, en fait, c'est à l'indépendance, en 62. Et depuis, on a eu différentes variantes de la même structure de pouvoir, avec ou sans constitution. Et voilà. Donc, et c'est pour ça que, de manière cohérente, l'opposition démocratique qui plaide pour un véritable changement de système et une restauration, plutôt une instauration de la souveraineté populaire, réclame l'élection d'une assemblée constituante pour véritablement fonder des institutions qui soient basées sur le choix et des citoyens. On va y arriver. C'est on va y arriver, Jafar Et tant qu'on n'y de est la pas, de la on est réponse. dans la répétition. On va y arriver dans la réponse. La question qui se pose maintenant, pour toujours cette question de savoir à quoi va ressembler le régime Tebboune déjà en 2020 et dans les prochaines années, c'est savoir comment il va gouverner. Alors la première réponse, elle est dans le gouvernement qu'il a choisi. Et depuis ce début de semaine, on a le sentiment que le choix est en train de se faire. En tous les cas, il y a une délibération, il y a un débat sur est-ce qu'on garde ce gouvernement plus longtemps que prévu. Parce que dans la première feuille de route, déclinée et déroulée par Abdelmadjid Tebboune, ce gouvernement va jusqu'à l'élection législative qui devrait avoir lieu après le référendum constitutionnel. Et le processus a été mis en route puisqu'il y a un brouillon d'avant-projet de constitution qui a été distribué. Théoriquement, et ça a été dit par le président Tebboune,
les législatives devraient intervenir après l'adoption par la Constitution. Or, il s'est passé quelque chose... Et avant fin 2020. Et avant la fin de 2020, c'est ce qu'a dit le président Tebboune. Il s'est passé quelque chose de relativement spectaculaire en début de semaine, cette semaine. C'est un journaliste qui a interpellé le porte-parole de la présidence, ministre conseiller en charge de l'information, Mohamed Saïd, sur l'agenda électoral. Et vous voyez, écoutez ce qu'il a répondu. سيد الوزير، كشفتم عن لجنات تشتغل على قانون الانتخابات، هل سنشهد ربما انتخابات محلية وتشريعية مسبقة؟ شكرا. وعلاش مسبقة؟ ما هو الداعي لإجراء انتخابات تشريعية وبلدية مسبقة؟ أنا ما نشوفش أنا فيه داعي الآن. في عملية كانت تحركت لضبط الأمور باعتماد الدستور، باعتماد القانون الانتخابي، بعد نروحوا نطبقوا يطبق لحد الآن. مانيش شايف ما هو الداعي إلى حل إجراء انتخابات محلية ولا تشريعية مسبقة. Alors, c'est un démenti cinglant de ce qu'a dit Abdelmadjid Tebboune. Il faut bien qu'on comprenne, je traduis, pourquoi voulez-vous faire des élections anticipées, par des élections législatives et locales? Il n'y a aucune raison de le faire, il y a une feuille de route qui a été déroulée et on comprend que ça devrait aller au terme de son mandat. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste, puisqu'on est dans le personnel et dans le casting des années Tebboune, rappeler un peu, si quelqu'un peut le faire, je ne sais pas, peut-être Akram Khalif, pour ne pas te laisser spécialiste que du sécuritaire, quel est le poids de Mohamed Saïd à la présidence, avant d'analyser ce qu'il vient de dire? On peut rappeler d'où il vient aussi, on peut rappeler d'où il vient. Voilà. Il était chargé de communication de Ahmed Talb El Ibrahimi. Directeur de sa campagne en 99. Directeur de sa campagne aussi. Candidat à la présidentielle. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, donc l'orientation politique est assez connue. Je pense que son job dans l'équipe Tebboune, c'est conforter une tendance dans l'opinion publique en Algérie. Donc voilà. Je vais poser une question précise. Akram, j'ai posé une question précise notamment au journaliste Zoher Abrkan. Est-ce que dans le projet de loi de constitution, c'est pas le débat aujourd'hui, on en a parlé dans 2 numéros du Café Presse Politique, on a choisi de ne pas en parler aujourd'hui, mais il y a un article qui a attiré l'attention des observateurs. En fait, j'ai dit on va pas en parler, mais on va en parler sur un autre point en fin d'émission. C'est la possibilité pour le président de la République de nommer un vice-président qui n'est pas élu en même temps que lui et qui peut terminer le mandat à sa place. Question directe, est-ce que Mohamed Saïd peut être nommé vice-président par Abdelmadjid Tebboune? Dans la mesure où le président peut nommer n'importe qui, donc il peut bien être. Donc ça, c'est une possibilité à ne pas exclure. Maintenant, il y a autre chose. Par rapport donc à ce qu'a dit... À l'agenda. À l'agenda, on assiste à des déclarations contradictoires parfois. C'est-à-dire rien que cette semaine, on a eu, par rapport à l'Aïd, Tebboune qui avait dit rien ne va changer, donc on garde le même schéma Et puis 2 jours après, il se réunit avec le conseil scientifique, et donc changement de cap, donc rétropédalage, etc. Donc là, moi, cette déclaration de Mohamed Saïd, je pense que peut-être d'ici quelques temps, elle peut être remise en cause. Donc c'est pas un problème. Mais ils sont capables, ils nous ont habitués à ça. C'est-à-dire à un double langage qui peut être... Est-ce que c'est quand même pas, ça trahit pas quand même une hésitation sur la conduite de l'agenda Jafar Khdari, sur le fait notamment que si on tenait des élections législatives d'ici la fin de l'année, le camp Tebboune, le régime Tebboune, puisque l'émission est dédiée au régime Tebboune, n'a pas le temps de se construire une majorité parlementaire. On peut rappeler qu'il ne voulait pas du FLN et du RND au début de son investiture. Oui, il faut d'abord rappeler que le FLN et le RND n'avaient pas appelé à voter Tebboune, hein, c'était pas leur candidat. Et donc dans la logique, disons, formelle des institutions, c'est que quand un président est nommé, il a la possibilité de dissoudre une assemblée qui ne reflète pas le vote, entre guillemets, qu'il a désigné. Et donc la logique aurait voulu que... Alors j'ajoute bien entendu ce qui s'est passé avec le Hirak, qui a complètement, dénié à ces 2 partis qui sont aujourd'hui la majorité au Parlement,
toute forme de représentativité. D'ailleurs, ils se sont fait très discrets. Et donc, on sait par un certain nombre de bruits de couloir qu'il était même question de donner du corps à l'une des revendications du Hirak, à savoir l'interdiction du cycle FLN qui appartient à l'histoire, etc. Donc il y avait une dynamique au départ, et puis qui s'est stoppée. Alors sur quoi elle s'est stoppée ? Très probablement sur la question de la difficulté de reconstituer une base d'un électorat clientéliste à partir ex nihilo. Parce que là, on est au cœur du problème. On a un président qui a été quand même désigné et qui se retrouve dans une situation très compliquée. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, y compris au sein de l'institution, le bloc qui l'a désigné, et aujourd'hui, a été plus ou moins mis à l'écart. Ceux qui sont aujourd'hui, qui sont aux commandes, ce ne sont pas eux qui l'ont désigné. Donc il n'a ni à l'intérieur du système un clair appui historique, ni à l'extérieur, a fortiori dans la population, un soutien. Donc il se retrouve dans une situation... c'est pour ça que je ne vois pas du tout une position d'équilibre et de stabilité du pouvoir actuel. J'étais en train de chercher dans l'histoire politique du pays un président qui a gouverné sans majorité. Zeroual, au début, n'avait pas de majorité franche. On se rappelle que quand Zeroual est arrivé, le FLN était sans Tégidio. Il était opposé, mais il n'y avait pas d'assemblée. Elle avait été dissoute. Il n'y avait pas d'assemblée, il y avait une situation surtout exceptionnelle qui fait que l'opinion a agi, comme on le sait, d'une certaine manière, en donnant, pour une partie d'entre elles, un véritable... Il y a eu un véritable vote en faveur de Zeroual à l'issue d'une campagne électorale qui, malgré les difficultés de l'époque, a été contradictoire. Donc, on est dans une configuration tout à fait différente. Et donc, dans la lancée, effectivement, c'est ce qui se produit dans ce type de régime, eh bien, le président peut constituer, fort d'un véritable appui populaire, même limité mais réel, il peut constituer un mouvement, et ça a donné le RND. Akram Khalifa, est-ce qu'on peut envisager que Abdelmajid Tebboune, après avoir envisagé de dissoudre le FLN et le RND pour renouveler la classe politique, finisse par, comme le laisse entendre Mohamed Saïd, son porte-parole, choisir de faire tout son mandat avec avec l'Assemblée actuelle? Est-ce qu'on peut l'imaginer? C'est ce qu'il est en train de dire, c'est assez clair. Mais c'est pas le président qui l'a dit, c'est juste le porte-parole. On attend le président sur ça. On n'a pas eu de démenti, on n'a pas eu de contradiction, on n'a pas eu de précision. Ils ont l'habitude, on se rappelle surtout lui, de dire quelque chose et puis de faire des précisions. C'était même la première fois qu'on voyait un correctif à ses propres propos. Donc il n'y a rien eu, ça confirme que le président est d'accord. Donc pour garder cette assemblée et ces assemblées communales, c'est plutôt clair, je pense. C'est pas ce que disait Zohel. Zohel dit que ça peut être plus un cafouillage de communication. Oui, Zohel. Il y a le on a l'habitude de voir. On a l'habitude de le voir. On l'a déjà vu sur le cadre de presse. Il a été interviewé, il a dit quelque chose et puis 2 jours après, il s'est contredit officiellement dans un communiqué. De toute façon, si tu permets, Akram. Bien sûr. Les contradictions ou ce cafouillage dans la communication, on l'a vu tout au long de cette période de confinement. Par exemple, faut-il rappeler les propos de Tebboune et de son ministre de la Santé, ne serait-ce qu'à ce détail. Pour revenir à l'essentiel, moi je crois que nous sommes en présence de partis convertibles, c'est-à-dire le FLN, le RND, et d'autres qui vont peut-être... y compris le RND avec son candidat anti-Tebboune, le rival de Tebboune, qui aujourd'hui est menacé par une procédure de justice. Si on se remémore les faits, on a eu Ouyahia qui était à la tête du RND. Maintenant, pour un peu, disons, réhabiliter le RND, on enlève le chef et on met un autre chef plus crédible. Là maintenant, Mehoubi devient non fréquentable, donc on l'enlève et puis on ramène quelqu'un d'autre qui va crédibiliser à nouveau le... C'est pour ça que je dis qu'on est en présence de partis convertibles, donc ils sont prêts donc à s'offrir, donc ils s'offrent à se donner au plus offrant, donc il n'y a aucun souci par là. Alors on va se mettre dans cette configuration, dans cette option où effectivement il y a eu un changement qui est quand même plus important qu'un cafouillage sur la communication, gestion du Covid. Ça, il s'agit de l'agenda du mandat, c'est stratégique, on peut le dire comme ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour l'opposition et pour le Hirak, Jafar Khdari, que les élections ne se tiennent pas cette année et que le pouvoir décide d'aller jusqu'à la fin avec cette assemblée?
Disons que le Hirak, lui, le mouvement citoyen, j'appellerais plutôt comme ça, il poursuit sa lancée. Alors évidemment, aujourd'hui, il n'est pas visible du fait du confinement, mais l'opinion et surtout le changement de société. Ce qui est assez incroyable dans ce qui se passe, effectivement, on l'a bien expliqué qu'il y avait un retour à la structure ex-ante. On veut fonctionner comme si ça avait été un incident de parcours et qu'il ne s'était pas passé grand-chose, alors que c'est probablement l'événement politique le plus important depuis l'indépendance. Bon. Et ce mouvement, bien entendu, il repose sur des fondements, même je dirais sociologiques. Il y a une transformation de la société algérienne qui fait qu'elle est en décalage avec justement ce système, qui veut à tout prix se restaurer et qui ne veut ouvrir aucun dialogue réel, alors qu'on a eu de cesse de leur proposer, parce qu'il y a des possibilités d'avoir une transition intelligente. Et on parlait tout à l'heure, y compris dans les institutions qui ont une certaine influence. On sait très bien qu'il y a même des militaires qui ont vraiment un bagage maintenant tout à fait conséquent, et qui d'ailleurs se sont exprimés pour certains d'entre eux, surtout quand ils sont à la retraite, ils parlent. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a plusieurs qui ont fait des articles tout à fait brillants, qui montraient qu'ils étaient à la fois conscient du problème et prêt à entamer cette transition. Bon. Enfin, il y en a un parmi eux, c'est Ali Rdiri, il est en prison et en fait, on s'attendait à ce qu'il soit libéré. C'était pas lui que je pensais. Bon, je pense par exemple à quelqu'un qui a été nommé à une fonction importante, c'est Chafik Mesbah. Chafik Mesbah, pour rappel, il s'est fendu d'un certain nombre d'articles publics, notamment. Mais il n'a jamais été important dans l'armée, Chafik Mesbah. Non, je sais, mais non, c'est un PCA, c'est un personnel civil assimilé. Je parle pas d'importance de pouvoir. Je parle c'est quand même quelqu'un qui est issu de l'institution et pas n'importe laquelle, et qui a quand même exprimé de manière très très claire justement ce que nous décrivons, c'est-à-dire l'impasse d'un système qui ne peut plus fonctionner comme ça, et qui disait justement il faut que nous-mêmes nous prenions les devants. Je parle de ce qu'il exprimait en 2014 à la veille du 4e mandat, et il disait qu'il faut que nous-mêmes nous prenions l'initiative d'impulser une transformation démocratique par la négociation, sinon on risque de l'avoir soit dans le chaos, soit imposé de l'extérieur. Voilà. Bon, donc je veux dire, le débat existe, et ça. Bon. Alors, pour revenir à la question que tu poses... bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne ou mauvaise nouvelle? La question, c'est pourquoi bonne ou mauvaise nouvelle? Parce que si jamais les élections législatives devaient se tenir en 2020, comme annoncé en premier par Abdelmajid Tebboune, ça porte en soi le risque d'une division de Hirak entre ceux qui voudront y aller et ceux qui voudront boycotter. Oui, alors... ça aurait été, s'il y avait eu des solutions, alors là, tu sais que très bien qu'il y a un débat, justement il y a une ouverture qui a été proposée, on en débat, c'est pas encore tout à fait acté, mais certains pensaient proposer une voie médiane entre assemblée constituante et réforme des institutions guidée par le pouvoir, de conférer à une assemblée nouvellement élue, réélu sur une base donc de démocratie, lui conférer des pouvoirs constituants, des pouvoirs d'amendement de la Constitution. Et ça aurait été probablement, une possibilité de sortir par le haut de la situation dans laquelle nous sommes. Visiblement, ça a été refusé. Et donc, dans ces conditions, évidemment, il va y avoir une constitution par la procédure choisie. Et derrière, probablement, on va se donner le temps de créer un nouvel espace politique pour avoir une majorité confortable. Moi, je pense que pour le Hirak, de toute façon, c'est le temps qu'il lui aussi a besoin pour justement aplanir ces questions, s'organiser probablement, et demain être capable s'il le souhaite, de participer à l'élection. Je te résume, donc pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Pas nécessairement une mauvaise nouvelle. J'ajoute que dans la mouture de la révision actuelle, il y a quelque chose quand même d'intéressant, c'est la modification des conditions de réunion, d'organisation des associations, etc. On opte pour le modèle déclaratif. Oui. On verra, comme tu dis, qui sera soumis à la loi. Qui sera soumis à la loi et au décret applicatif. Qui sera soumis à la loi. Et au décret. Mais enfin, le principe est posé, c'est déjà ça, quoi. Non, ça reste ça ne veut pas dire que ça sera retenu. Akram Khalif, est-ce que le changement de cet agenda électoral ne va-t-il pas mécontenter une frange de la classe politique qui espérait prendre des positions dans la nouvelle Assemblée et peut-être dans le prochain gouvernement aussi, parce que l'Assemblée, si on est dans le clan, dans la majorité parlementaire, on est candidat pour être dans l'exécutif. Est-ce que ça ne va pas créer quand même des mécontentements? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va aussi fausser une partie de la feuille de route de Tebboune de reporter?
Si, parce qu'il y a une très très grande attente de ce côté-là pour des postes, pour des nominations, etc. Oui, je pense que ça va créer encore une fois une sorte de crise politique. Après, concernant l'opposition et le Hirak, je pense que bon, on voit que les mouvements d'opposition sont plutôt dans la léthargie. On voit aussi que le Hirak, qui s'exprime le mieux par la rue, a d'énormes difficultés à s'exprimer aujourd'hui. Bon, on parle du mouvement citoyen, mais là aussi, c'est par la rue qu'il s'exprime le mieux. Je pense par contre que si on continue comme ça, on va peut-être voir l'apparition de mouvements un peu plus contestataires politiques. Je pense que le mouvement 5 étoiles, le mouvement italien 5 étoiles, pourrait être une bonne inspiration pour ce qui pourrait se formaliser contre le régime actuel. Si on lui enlève son côté xénophobe quand même. Parce qu'on va souhaiter aux Algériens... C'est une réaction, oui, c'était pour des bosses, de me faire observer... Non, non, c'est 5 étoiles aussi, hein, je parle de la façon d'arriver au pouvoir, pas du contenu politique. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui sont créés spontanément et qui répondent à une crise de représentation institutionnelle. Et ils fédèrent une adhésion forte, mais en même temps, ils sont désorganisés, ce qui est une limite initiale. Mais tôt ou tard, pour entrer dans le jeu politique, ils finissent par participer aux élections. C'est ce qu'on a vu en Grèce, c'est ce qu'on a vu en Espagne, c'est ce qu'on a vu effectivement en Italie avec plus ou moins de bonheur. Et ça a changé un peu la donne politique. C'est pas impossible qu'on s'inscrive dans cette... Mais pour l'instant, le débat n'est pas tranché. Le débat est en cours. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pas ça. Hein. La question qu'on se pose, c'est effectivement la question constitutionnelle qui est posée. Et donc le débat, il porte là-dessus, parce que encore une fois, la question, c'est le fondement. C'est la question, c'est qui est souverain dans ce pays. C'est toujours la vraie question. L'Assemblée constituante, elle apporte une réponse claire à cette question-là. Et en dehors de cette solution, eh bien, on est dans la reconduction du système que nous connaissons peu ou prou depuis 62. Et donc après, bon, quand on pose la question, est-ce qu'il faut une assemblée comme ci, comme ça, bon, en réalité, on sait très bien que le pouvoir ne sera pas là. C'est ça l'éternel problème. Voilà. Alors, on peut noter, dernière question avant d'aborder le volet international, enfin le volet stratégique. Le choix, s'il est retenu, que vient d'exprimer Mohamed Saïd cette semaine, de ne pas tenir des élections législatives anticipées, législatives et locales anticipées, donc de ne pas renouveler le Parlement dans ces deux chambres, s'il devait s'avérer, ce serait aussi, de manière tacite, une manière d'accorder un mandat plus long au gouvernement actuel, qui, dans la mission, se serait terminé, dans le cas où il y aurait eu des élections législatives anticipées. Est-ce que, Akram, tu penses qu'il y a un couple, un tandem, Tebboune Djerad qui est en train de se mettre en place, et Tebboune souhaiterait continuer à travailler avec le cabinet Djerad plus longtemps que prévu? Il me semble que ce soit le cas. Hein. Il me semble que il y a une attribution de responsabilité qui est quand même assez grande de la part de Tebboune vis-à-vis de Djerad. Et je pense que on voit les ministres essayant de travailler, de s'affirmer sur le terrain. Donc je pense que le couple Tebboune Djerad et le cabinet actuel risquent d'être encore là pour pas mal de temps, et même bien après la révision de la Constitution et le référendum promis. Bon, je ne vais pas vous poser la question ici, bonne ou mauvaise nouvelle, s'il reste plus longtemps, c'est pas le... Mais est-ce que Zohir, le cabinet actuel, tu le vois tenir dans la durée, tel qu'il est Tout est possible, hein. Il peut effectivement tenir, parce que de leur point de vue, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, et pour le moment, ils semblent partir gagnants, donc sur pas mal de questions. Enfin, ils nous empêchent d'utiliser nos voitures le jour de l'Aïd. Ça fait partie des quick wins. C'est quoi? Moi je crois que la question, en parlant tout à l'heure de constitutionnel, de l'aspect constitutionnel, vis-à-vis pour le Hirak, est-ce qu'il va un jour peut-être participer aux élections ou pas? Je crois que dans l'immédiat, une des questions essentielles pour le Hirak est d'ordre démocratique. C'est la question des libertés. Et donc je crois qu'en ce moment, il y a des indices qui sont révélateurs. C'est un peu la reprise dans certaines régions. Donc on a eu hier par exemple Dra Ben Khedda, on a eu à Tizi, Bidjaya, etc. de marches, de Hirak, de contestation.
par rapport à ce qui se fait actuellement vis-à-vis des activistes qui sont interpellés. Et donc ça finira, cette question-là, je crois qu'elle finira par... la question des libertés. La question des libertés. Plus que la question sociale? Non, la question sociale va venir se greffer aussi à cette... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le confinement, on a eu quand même... et là, mais on peut différer. On peut différer le Hirak, par exemple, juin, juillet. Je ne pense pas, peut-être qu'il va y avoir... mais est-ce qu'on peut différer septembre? Est-ce qu'on peut différer la rentrée? Ça, c'est la grande... Et par rapport aux élections, moi, je crois que c'est un gros problème. C'est vraiment pour ce pouvoir d'organiser les élections législatives et même le référendum. D'abord le référendum. Bon, le référendum, parce qu'un référendum, c'est quand même, il faudrait pouvoir garantir plus de 50% d'adhésion, ce qui ne risque pas d'être le cas. Oui. Il n'y a rien qui oblige à ce qu'il y ait plus de 50% d'adhésion pour un référendum. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Il peut être adopté, il n'y a pas de minima. Rappelons quand même que cette stabilité qui vient d'être décrite, elle est largement due aux conditions exceptionnelles créées par la pandémie. Sinon, le mouvement aurait continué. Et face justement aux décisions qui vont complètement à l'encontre des revendications fondamentales en matière de liberté, en matière de changement institutionnel, etc., il est probable que le mouvement se serait durci. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui il y a une réussite. En réalité, il y a une absence d'espace et de champ politique, et donc il y a un gouvernement qui fait à peu près ce qu'il veut, parce qu'il n'y a rien devant. Mais tôt ou tard, cette situation s'achèvera, et à ce moment-là, on reviendra à la réalité dans les conditions que l'on sait. Donc c'est là qu'on verra ce qui se passe. On approche de la fin de ce numéro du Café Presse Politique. J'avais dit tout à l'heure en cours d'émission qu'on avait choisi de ne pas parler proprement du projet constitutionnel dans cette émission, mais il y a un aspect qu'on n'a pas réussi à aborder dans les deux premières fois où on avait abordé la Constitution. On avait plus parlé de la séparation des pouvoirs et des contre-pouvoirs. C'est celle de ce changement de doctrine à l'international que propose le brouillon de la Constitution, permettre l'envoi de troupes militaires algériennes à l'international sous couvert des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue arabe. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que vous considérez que c'est une disposition qu'il est bon d'avoir dans sa Constitution parce que ça permet, le cas échéant, de pouvoir se déployer sur un théâtre régional? Ou est-ce que vous considérez que c'est quelque chose de dangereux parce qu'on peut être embarqué dans des histoires qui ne sont pas les nôtres? Je commence par Al-Khdari, pardon. Bon, ça fait partie justement des changements de fond. L'État algérien s'est constitué suite à une révolution qu'on connaît, et donc il y avait un contexte donné dans les années 60, etc. Et cette doctrine est issue. Bon, aujourd'hui, on est dans un monde totalement différent, aussi bien global que régional. La donne a complètement changé. On voit bien qu'on a de fortes zones d'instabilité à nos frontières. Et cette doctrine me paraît complètement obsolète. Alors là, je m'exprime en tant que citoyen. Et je considère que c'est un point positif d'avoir modifié les choses, d'avoir dit officiellement, parce que c'était fait, de vouloir modifier, de dire officiellement, on ne doit plus avoir les points liés. Je rappelle quand même qu'il y a des crises absolument gigantesques qui se passent à nos frontières est, et que conséquence peut-être de cet auto-empêchement d'agir, eh bien, y compris sur un plan diplomatique, il y a eu un refus d'impliquer l'Algérie au premier rang alors que normalement l'Algérie devrait être le principal instigateur d'une solution politique en Libye, pour ne citer que cet exemple. Oui. Militant anti-impérialiste, c'est bientôt le 24 mai, ça le fait rire. Zohar Aberkan. Non, c'était le 24 avril. C'était le 24 avril, pardon. Le 19 mai, je fais le lien avec la journée de l'étudiant hier, c'est pour ça que je me suis trompé. Le changement de doctrine, est-ce que d'abord c'était un changement de doctrine? L'Algérie était engagée dans toutes les causes à l'international. On a soutenu. Non, mais c'est différent de mon point de vue. On a fait la guerre de 67, on a fait la guerre de 73. C'est totalement différent parce que là, de mon point de vue, ça exprime ça obéit plutôt à des règles de mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a ça. On n'échappe plus. C'est-à-dire que même la force militaire n'échappe plus au calcul, à la division donc, du travail au niveau mondial. Moi, et peut-être Akram va pouvoir me corriger si je me trompe, il me semble que dans le cadre de l'OUA,
il y a une force d'interposition et dans laquelle l'Algérie peut participer de la façon la plus... Donc pourquoi maintenant, aujourd'hui, sortir donc du lot et constitutionnaliser cet aspect? Moi, personnellement, je serais contre. À mon avis, ça n'a pas lieu d'être. Il y a suffisamment de cadres, y compris donc celui de l'OUA, celui d'éventuellement même d'accords peut-être qui peuvent avoir lieu entre différents États pour régler un problème. Donc, pourquoi aller constitutionnaliser ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce qu'il y a urgence? Si on l'a fait depuis, et à quelle logique cela obéit-il? Voilà. Akram Khalif, c'est Zoher Aberkan qui t'a posé les questions. À quelle logique ça obéit? Est-ce Non, que ça a constitutionnalisé tout ça? En fait, Zoher pose la question. Il pose la question, est-ce que c'est opportun aujourd'hui, alors que l'Algérie a perdu totalement l'initiative sur le plan militaire, on va dire, en Libye, dans le Sahel, où l'Algérie aurait peut-être dû intervenir pour s'interposer au tout début et calmer les choses. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui de constitutionnaliser ça et d'en parler et d'ouvrir le débat? Je ne sais pas. C'est peut-être lié au fait qu'il y ait un nouveau système, une nouvelle équipe au pouvoir. Après, ça n'a pas été constitutionnalisé. S'il te plaît, juste pour... Est-ce qu'on ne serait pas en train d'essayer de combler une absence diplomatique par une présence militaire? C'est souvent lié. La guerre, c'est... Akram, parce que tu as été interrompu, je pose une question subsidiaire à celle de Zoher. Est-ce qu'on n'est pas en train de rattraper par le texte, en fait, une pratique cachée? Intervention, bombardement en Libye, intervention, bombardement au Mali. Et est-ce qu'on n'est pas en train juste de mettre à jour, de rattraper par le texte? Exactement. L'Algérie a envoyé des troupes aux quatre coins du monde ces 60 dernières années. Aux quatre coins du monde. Il n'y a pas que la guerre israélo-arabe. Il y a eu des militaires algériens envoyés au Liban, en Tanzanie, à Haïti, au Cambodge. Donc, c'est dire à quel point... au Biafra aussi. Oui. Pas toujours. Biafra, non. Au Sahara occidental, on doit le dire aussi. Enfin, on a eu des... Oui, au Sahara occidental, il y a eu Mgala. Mgala se trouve en territoire sahraoui. Il y a eu des opérations un peu partout. Donc, c'est quelque chose qui était admis et normal. Le seul truc, c'est que, comme tu dis, Hassan, ça n'a pas... Déjà, ça ne dépendait que de la bonne volonté ou de la volonté du président. En faisant ça, peut-être qu'on est en train de prémunir le pays d'un accès de colère d'un président lunatique qui demain déciderait par lui-même d'envoyer des troupes ou de faire la guerre pour le compte de quelqu'un ou pour lui-même. Donc, de ce côté-là, c'est intéressant. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que, comme toujours, encore une fois, dans ce projet de révision constitutionnelle, il manque des spécifications, il manque les conditions qui pourraient laisser l'Algérie intervenir en dehors de ses frontières. Il faut préciser tout ça. Et tout ceci, maintenant, est absent. Surtout quand on voit qu'on a une Assemblée nationale qui est totalement factice et qui est inféodée au régime. Donc, on est dans la même configuration. Pour répondre à la question de Zoher, oui, effectivement, l'opportunité d'ouvrir le débat aujourd'hui est très, très étrange. Et à mon avis, elle est malvenue. On a pu survivre, entre guillemets, ces 20-25 dernières années avec la fausse idée que la doctrine de défense algérienne était non interventionniste. On aurait pu vivre avec ça encore quelques années. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a d'autres priorités, je pense. On a une crise sanitaire, on a une crise économique. On peut te répondre qu'on fait une constitution pour ses comptants, donc on ne répond pas à la conjoncture. Oui, tout à fait. Je voulais que tu répondes juste, l'Algérie intervient dans les contingents de l'Union africaine au niveau de la logistique, mais ne peut pas envoyer de troupes. Alors que, par exemple, le Tchad était dans la force d'interposition en Nord-Mali. Il
Il y avait des contingents de soldats tchadiens et de soldats, même du Nigeria, dans la partie du Sahel, qui est en principe le territoire de la zone de sécurité de l'Algérie. C'est ça que va permettre de modifier cet article de la Constitution. Il pourrait y avoir des troupes au sol pour s'interposer dans un pays proche. Non, il n'y avait rien dans la Constitution. L'OUA et l'UA, il n'y a jamais eu de conditions algériennes pour qu'il y ait uniquement de la logistique. C'est un choix qui a été pris par l'Algérie de ne pas envoyer de troupes. Je pense que Bouteflika aurait décidé d'envoyer des troupes, il aurait envoyé des troupes. Il y a eu des gens qui étaient qui étaient au Congo, par exemple, qui faisaient un peu plus que de la logistique. Oui, donc rien n'était codifié. C'était vraiment à la discrétion du président de décider de ce qui allait advenir des troupes envoyées. Lyon, le problème, c'est qu'on a une évolution dramatique de la situation en Libye et dans le Sahel qui laisse penser que cette volonté de réformer ou bien de mettre à jour cette constitution-là sur ce point précis pourrait annoncer une éventuelle participation dans ce qui se passe dans la région. J'ajouterai une chose très importante. Je ne comprends pas pourquoi on parle de région dans la Constitution et dans l'envoi de troupes algériennes, alors que l'armée algérienne pourrait apporter une aide humanitaire n'importe où dans le monde, comme elle l'a fait auparavant. Donc, je ne vois pas pourquoi parce qu'il y a aussi les gens pensent qu'à la guerre, mais il y a aussi cet aspect-là, effectivement. Non, et le fait de codifier ça dans une constitution ne veut pas dire que l'Algérie doit participer obligatoirement à des guerres. Merci beaucoup. Merci, on a dépassé le temps imparti pour... Oui, j'aurais juste un point là-dessus, effectivement. Le point, c'est qu'un changement de doctrine, qui est quand même assez important comme celui-ci, ne peut se faire que dans une constitution qui dispose d'une véritable légitimité. Donc on revient sur la discussion sur la constitution. Et sur l'aspect de l'opportunité, alors oui, pourquoi il faut le dire ? Oui, il faut le dire parce que jusqu'à présent, on a une doctrine et c'est un message diplomatique, un message international que désormais, l'Algérie se réserve le droit d'intervenir quand elle estime que ses intérêts sont concernés dans des pays limitrophes. Je vous rappelle que, ne serait-ce qu'en Libye, on n'a pas moins de 5 armées qui sont en train d'intervenir. Là-bas, ça se passe à nos frontières, et c'est nous qui sommes les premiers concernés. Et même chose au Sahel, où il y a aussi un certain nombre de choses assez importantes. Donc du coup, maintenant, ce qu'on dit, désormais, on se réserve le droit de... Et c'est déjà beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir animé avec moi ce dernier CPP de Ramadan. Vous allez confiner l'Aïd, ça vous arrange, hein, ça vous arrange de ne pas bouger. Moi, j'en connais beaucoup qui ont dit ça nous arrange, ça permet de moins visiter la famille. Akram, toi, tu es déjà dans le confinement depuis longtemps, donc... Total. Ouais. Ça fait plaisir, je t'ai trouvé très, je ne vais pas dire affûté parce que tu pourrais mal le prendre, mais très en forme et sharp intellectuellement. Tu as complètement récupéré de ta maladie, hein. Ça va. Ça va. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. On va souhaiter Eid Mubarak à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs, parce que nous sommes aussi d'une certaine façon une web TV. On va avoir une pensée particulière pour les détenus, très très particulière pour les détenus d'opinion qui vont passer l'Aïd en prison. On va évidemment en avoir une un peu plus particulière pour notre ami Khaled Rani, pour nos amis Karim Tabou, Samir Blarbi qui sont passés sur les plateaux de Radio M plus d'une fois. Nous espérons le retour au bon sens, à la raison, et il y a tellement de choses à faire ensemble pour redresser ce pays que cette bataille contre les représentants du Hirak est tout à fait puérile et tout à fait insensée. On espère pouvoir en sortir le plus vite possible. On espère vous avoir aidé à décortiquer, à comprendre un petit peu ce qui se passait du côté du pouvoir, du côté des boîtes noires, avec les éléments dont nous disposons aujourd'hui. Nous espérons pouvoir continuer à le faire systématiquement sur Radio M, sur cette antenne et à cette place où on espère retrouver Khaled Rani le plus vite possible. Merci. Eid Mubarak, kul aam wa antum bkhair. À très bientôt. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous.
Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.